Rome, il y a 2000 ans, l'Afrique, il y a genre 1 heure. Haggis a un trou dans son toit, mais il ne le répare jamais parce que les jours de pluie, il fait trop humide pour bosser dessus, et les jours ensoleillés, il n'a pas besoin d'être réparé. Je vous l'apprends pas que ce soit des discussions, même des avis sur la planète entière, comme quoi l'Afrique est complètement broken et complètement cassée et ne pourra jamais se soulever. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais si on veut vraiment se pencher sur le problème, pourquoi l'Afrique n'a pas une thune? Pourquoi l'Afrique est un continent tellement sous-développé qu'une grande partie n'a même pas accès à l'eau ou à l'électricité? Et si vous lancez cette discussion avec n'importe qui, il y a de grandes chances qu'il vous répondra que c'est à cause des colonisations. Mais est-ce que c'est vraiment à cause des colonisations? Est-ce que c'est vraiment ça qui a détruit le continent africain? Est-ce que c'est à cause de ça que le continent africain est en retard de plusieurs milliers d'années sur le reste du monde? Au cours des 50 dernières années, plus de 1200 milliards d'aides ont été injectées en Afrique. Il y a 70 ans, un Européen moyen est à peu près 5 fois plus riche qu'un Africain. Et aujourd'hui, c'est pas 5 fois, mais presque 15 fois supérieur. Actuellement, plus de la moitié des Africains y vivent avec moins de 4 € par jour. Et on se rapproche du million de personnes qui n'a même pas accès à l'électricité. Et cette situation, elle est loin d'être récente. Ça fait plus de 300 ans que l'Afrique a toujours été l'endroit où les gens sont les plus pauvres. Et à l'époque, pour régler ce problème, on a simplement estimé qu'il fallait simplement leur filer du blé. Et c'est pas débile de se dire ça à la base, parce que quand on pense à donner du fric comme ça à une nation ou à un continent, on va tout de suite penser à hôpital, école, banque, système judiciaire, un gouvernement qui fonctionne, une société. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que nous, Européens, ou même aux États-Unis, ou sur d'autres continents, on a des pays qui sont énormément développés. C'est grâce à notre société qui a fonctionné jusque-là. Mais alors pourquoi ça fonctionne pas en Afrique? Et vous demanderez à n'importe qui, il vous dira probablement que c'est à cause des colonies. En gros, on est arrivé chez eux, on a tout pillé, on a tout détruit, et quand on est reparti, on leur a laissé que des dictateurs, et à cause de ça, c'est impossible pour eux d'enfin pouvoir se développer, d'avoir une société fonctionnelle comme les nôtres. Mais alors pourquoi, quand on se penche sur les études, on se rend compte de 1 que les aides envoyées en Afrique sont complètement gaspillées, mais surtout qu'elles appauvrissent encore plus le continent. Comme j'ai dit pendant longtemps, on estimait que envoyer des tonnes de blé sur le continent, c'était la méthode miracle pour qu'il puisse se redresser et enfin fonctionner comme il le devrait. Et cette idée, elle vient pas nulle part parce que c'est littéralement ce qui s'est déroulé sur notre continent à nous, en Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, on a été ravagé. L'économie était éclatée et il y avait le communisme qui explosait, qui grandissait fortement en Europe de l'Ouest. Ça, c'est un grand problème et il y a aussi une autre grande peur, c'est que l'Union soviétique, envahisse l'Europe. Et ça, les États-Unis, ça leur faisait grave flipper. Donc ils ont mis en place le plan Marshall. De 48 à 52, les États-Unis, ils ont injecté 13 milliards de dollars en Europe. Et 13 milliards de l'époque, c'est presque 170 milliards aujourd'hui. Et ça nous a fait comprendre deux choses. De 1, ça a fonctionné, donc ça fait plaisir. Et de 2, qu'envoyer du fric en grande quantité sur un continent, ça peut lui permettre de se relancer, même quand il repart de zéro. Faut pas oublier aussi que si les USA ils ont fait ça, c'est aussi surtout pour se créer des partenaires et avoir des alliés pour les futurs conflits, ou même simplement des alliés pour le commerce. Du coup, les États-Unis ils se sont dit, bon, après l'Europe, pourquoi pas faire ça avec l'Afrique? Parce que l'Afrique, d'un point de vue des ressources, c'est vraiment l'endroit sur Terre où le Wakanda du futur a réellement, normalement, une chance d'exister. Mais à cette époque, c'est moins d'un tiers des personnes qui savent lire et écrire. L'espérance de vie, c'est 45 ans, et il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il y a plein d'endroits où il n'y a pas de gouvernement fonctionnel, et il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas grand-chose, mais il y a beaucoup de ressources. Et c'est comme ça qu'à partir des années 90, l'Afrique est devenue l'endroit le plus dépendant des aides au monde, ayant déjà reçu au moins 20 milliards de dollars. Et malgré ça, plus l'Afrique recevait du blé, et plus les Africains étaient pauvres. Entre 70 et 2000, c'est près de 600 milliards de dollars qui ont été injectés. Alors évidemment, à ce moment-là, on va se dire, bon bah ça fonctionne pas, on va essayer de trouver une autre méthode. Pas du tout, on va en envoyer encore plus. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est carrément devenu un mouvement populaire. On a décidé de doubler les aides envoyées en Afrique, en espérant que d'ici 2030, il n'y ait plus aucune famine, plus aucun problème lié à l'alimentation sur le continent africain. Spoiler alerte, ça n'a pas marché du tout. Bon après on n'est pas encore en 2030, mais je suis pas certain qu'on y arrivera. Pour les plus vieux d'entre vous, vous vous rappelez peut-être des concerts Feed the World, ou bien des écoles qui organisaient des collectes pour ensuite envoyer cette nourriture, envoyer ces biens directement en Afrique. En 2010, l'Afrique elle reçoit 50 milliards d'aides par an. Chaque année, c'est 50 milliards qui va tomber. Et pourtant, ça marche toujours pas. C'est même pire que ça, l'Afrique s'appauvrit. Il y a de plus en plus de pays qui, chaque année, sont de plus en plus pauvres, ont de moins en moins. Alors pourquoi ça fonctionne en Europe et ça fonctionne pas en Afrique? Évidemment, il y a eu les colonies. C'est vrai, on a débarqué là-bas, on s'est allègrement servi, ils en ont profité, et ça a engendré tout un tas de trucs. Mais on va y revenir, parce qu'en réalité, c'est pas si simple que ça. En Europe, on avait des infrastructures et on avait un système d'État qui était fonctionnel. Le système juridique, les institutions publiques, tout ça, ça avait sa place chez nous, et elles étaient utilisées correctement. On a collecté des impôts, on a redistribué des ressources, on a fait appliquer la loi, et ça, c'est les premiers piliers d'une société qui fonctionne en réalité. Mais nous, quand on s'est barré, là-bas, il restait surtout
des gens qui se foutaient sur la gueule. Un vrai serveur PVP pour savoir qui allait diriger, sur combien d'hectares, pour combien de temps. Contrairement où chez nous, l'État, il va servir le peuple en priorité, normalement. Là-bas, c'est clair et net, les personnes qui passent en priorité, c'est l'élite, c'est les gens au pouvoir. D'ailleurs, les indices qui évaluent la qualité des institutions gouvernementales ont toujours mis l'Afrique en dernière position, là où les gens sont le moins servis, là où il y a le moins d'égalité. Donc quand on envoyait de l'argent pour qu'il y ait des hôpitaux, des écoles, un gouvernement qui fonctionne, des routes, de l'électricité, en vérité, une grande partie de ce pognon, il allait directement dans les poches des dirigeants. On estime que le continent africain, chaque année, c'est 30 milliards de dollars qu'il va perdre rien qu'à cause de la corruption. Et c'est même bien pire que ça parce qu'on découvre qu'une grande partie de l'aide qu'on envoie, eh bien elle va être au détriment du développement du continent. On est bien content d'envoyer des millions de tonnes de fringues chaque année parce qu'on va prôner l'anti-gaspi, on ne jette pas d'habits, on les renvoie, c'est réutilisé. Mais on va se retrouver avec certains pays africains où 80% des vêtements vendus, c'est des vêtements qui ont été fabriqués en dehors de l'Afrique. L'industrie du textile complètement chuté. Et rien qu'au Ghana, c'est 80% des industries et des usines du textile qui vont fermer parce qu'elles n'ont pas besoin d'exister. Mais du coup, tous ces gens qui y bossaient, bah ils y bossent plus. Et surtout pour les jobs futurs, bah ça n'existera pas non plus. Mais aussi quand tu te fais aider sur quasiment tous les aspects de la vie, eh bien le savoir-faire va disparaître. Les gens ne fabriquent plus, les gens n'innovent plus, et à force de recevoir et de ne pas créer, eh bien tu ne sais plus créer. Même les recherches de la Banque mondiale, ils ont pu voir une causalité entre les moments où les aides augmentaient envers l'Afrique et les moments où les niveaux de vie de l'Afrique baissaient. Environ 70% des aides que l'Afrique a reçues, ça n'a jamais aidé, ça n'a jamais fini sur quelque chose de concret. Ça a tout simplement servi à rien. L'Ouganda, par exemple, expliquait qu'un tiers des fournitures médicales n'arrivaient jamais chez eux. Et c'est pas uniquement dû à la corruption ou du vol, mais aussi des gros échecs de logistique et de gestion du stock. Mais malgré tout, ça devrait au moins un petit peu aider, toutes ces aides. Il devrait au moins y avoir le développement de routes, de systèmes électriques, de réseaux ferroviaires, d'écoles, d'hôpitaux, au moins un peu. Et c'est là où la vidéo va probablement devenir un peu beaucoup controversée. La colonisation qu'a subi l'Afrique, ça a été dévastateur. C'est vrai, c'est une sale histoire. Loin de moi de dire que c'était positif pour le continent, je vais pas m'aventurer là-dessus. Mais il faut savoir quand même quelque chose, c'est que lorsqu'on est parti, on a aussi laissé beaucoup d'infrastructures. Et pourtant, il y en a plus aucune de fonctionnelle. Elles sont toutes mortes. Pourquoi maintenant, en Big 2025, il y a encore une grande partie du continent africain qui peut, même pas dans un hôpital, soigner des maladies assez basiques? Pourquoi il y a presque 1 million de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité? Pourquoi un endroit comme ça peine à avoir ne serait-ce que des stations-service qui fonctionnent, alors que ce même endroit possède du pétrole? Chaque pays colonisé en Afrique, le jour où les Français, le jour où les Anglais sont partis, ils ont laissé derrière eux des bureaux de poste, des casernes de pompiers, un système de bus fonctionnel, des lampadaires, des cliniques, des hôpitaux. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et ça, c'est un discours qui est souvent tenu par Frank Zanou, un penseur, observateur africain, qui se fait de plus en plus connaître et qui a sa propre idée sur le sujet. Clinics, hospitals, where are they today? You know why? You can't maintain them. Human beings, environment makes you. The brain develops from what has been presented to you. That's it. But that's mostly the fault of the leadership. Do you know when you travel the 54 countries in Africa and ask each person in every country, what is wrong with your country? Leadership. Leadership. All of you say the same word. But it's true. So let me ask you, since 1960, the country has been picking the wrong leader every 4 years. Comment ça se fait que les chemins de fer qui ont été construits par les Britanniques au Nigeria à l'époque ne sont plus fonctionnels du tout, mais ceux qui ont été construits au même moment en Angleterre fonctionnent toujours? Comment ça se fait qu'aucun chemin de fer qui a été construit au Ghana en 1960 ne fonctionne aujourd'hui? Notre-Dame qui a brûlé en France, c'est un bâtiment du XIIIe siècle. Et qu'est-ce qui a pu permettre que ce bâtiment-là soit toujours nickel aujourd'hui? Eh bien, c'est l'entretien, c'est le fait de l'entretenir. Et d'après Frank Zanou, l'entretien, c'est inscrit dans notre culture. La grande différence, c'est que quand chez nous, on va construire un bâtiment, on va allouer un budget, on va déjà préparer le futur, de quelle manière l'entretenir et combien ça va coûter. Alors qu'en Afrique, c'est pas du tout comme ça que ça va fonctionner. What do you know in that country that has been properly maintained by the people every day and it works perfectly? It's hard for people to maintain things when they're not gaining a lot. No. It's hard for people to maintain things when they don't have the concept of maintenance in their culture. You speak Igbo? Yeah. What is the one word in Igbo for maintenance? Maintenance is there's no direct English word for that. Igbo word. It doesn't translate directly to That's maintenance. correct. How about you? It doesn't translate. That's correct. Okay, what is the one word for repair in Igbo? Imezie. Exactly. What is the one word for repair in You see? I'm driving you to somewhere. What is the one word for democracy in Igbo language? You don't. How about you? You don't.
You're trying to practice something that is not in the concept of the language. There is no African country, and I've done it through Kenya, I've done it all, that has an equivalent of the word maintenance. Alors évidemment, quand il va tenir ce discours qui a explosé sur Internet à l'époque, il y a beaucoup d'Africains qui vont pas être contents, qui vont se sentir insultés. Donc il va revenir pour encore essayer de plus décrypter son explication. Maintenance is not what you do with railway stations and airports and your home. Maintenance is a proactive behavior. You look at a place, the way it was designed and built, and you say, this is how it's going to remain. All Africans saw was bush roads, rivers flowing, jungles, and mud houses. What is it you're maintaining? Nothing. Then comes along the foreigner who came to build structures. Now that requires a concept already in the basic fundamental of your living to be introduced to those things. And so, like I concluded, not a single infrastructure left behind by colonials has ever remained. Et ça se relie à une autre théorie qui s'appelle la théorie de l'hiver froid. La théorie de l'hiver froid, c'est que les sociétés qui ont connu des hivers glaciaux, qui ont connu de longues périodes avec des intempéries, avec du mauvais temps, eh ben, elles ont développé la capacité de pouvoir planifier, de pouvoir s'adapter au futur proche et au futur lointain. Et ça, c'est très différent des sociétés qui, elles, ont vécu dans une abondance permanente à l'époque. Et là, on parle de prédiction, on parle de futur, on parle de temps. Et ça va rejoindre encore une autre façon de réfléchir sur le sujet. Et si je vous disais que dans plein de sociétés africaines, le concept même du futur n'existe pas, ou n'existe pas de la même manière que chez nous. John Mbiti, un des plus grands philosophes d'Afrique, du Kenya d'ailleurs, il va expliquer que d'après lui, le futur, dans la pensée africaine, n'existe presque pas. Parce que le temps, il est fait d'événements. Le temps, il doit être vécu pour être réel, pour exister. Et que de ce fait, beaucoup de peuples en Afrique ne peuvent même pas conceptualiser des événements liés à un futur lointain. Et ça contraste beaucoup avec la vision occidentale du temps, où le temps est plutôt une marchandise. Quelque chose qui doit se sauvegarder, quelque chose qui doit être gagné. Et selon Mbiti à l'époque, il va expliquer que c'est d'après lui pour ça que quand il y a des étrangers qui vont arriver en Afrique, qui vont voir un Africain assis, posé en dessous d'un arbre, et qui va se dire mais pourquoi ce type il est en train de perdre du temps, pourquoi il fait rien en fait? Mais que cette façon de penser elle est erronée, parce que pour cet Africain-là, il est soit pas en train de perdre du temps, soit il est en train de produire du temps. Alors on est dans la théologie, hein, d'accord? Et c'est des écrits qui sont très vieux, donc c'est pas à moi qu'il faut en vouloir, mais plutôt à lui si vous en avez le courage. Mais on pourrait imaginer que cette façon différente de percevoir le temps, c'est ce qui va faire une grande différence entre les Occidentaux qui, eux, le voient comme une marchandise et donc va tout le temps les pousser à développer, à créer, à aller de l'avant, là où c'est très différent pour certaines régions en Afrique. Bon, encore une fois, j'ai dit, c'était à l'époque, c'est très probable que les mentalités aient quand même évolué depuis, mais c'est quelque chose que je revois souvent dans les personnes qui échangent entre eux, notamment beaucoup de personnes qui elles-mêmes habitent sur le continent africain. D'ailleurs, on va même s'avancer en expliquant que les Occidentaux s'imaginent avancer dans le temps, alors que pour le peuple africain à l'époque, ils imaginaient que le temps avançait et non pas eux, que le temps reculait en fait. Qu'en Afrique, le temps est beaucoup plus cyclique. Là où nous, même que ça soit dans nos mythes, que ça soit dans nos religions, il y a toujours la fin des temps qui arrive à un moment donné, le temps africain, lui, est illimité. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Est-ce que s'être fait coloniser, ça a grandement impacté et beaucoup fait de mal au continent? C'est une évidence. Est-ce que sans les colonies, l'Afrique actuellement serait au niveau du Japon, de la Corée du Sud ou bien des États-Unis? Eh bien ça, c'est pas non plus certain. J'espère que vous allez vous amuser dans les commentaires, que vous allez donner un petit peu vos théories là-dessus, que vous allez en discuter. Abonne-toi à la chaîne, j'essaye de tout le temps sortir des vidéos. Et puis voilà. You are not able to maintain it because you don't have that concept. Because your environment, the tropical environment of Africa, the way you build your houses, the material you use, you don't require maintenance.